Bonjour à toutes et à tous. Alors, du coup, Christelle a quasiment terminé par une citation qui était celle de Benjamin Franklin. Moi, du coup, je vais commencer aussi par une citation que j'aime beaucoup et qui est assez connue d'Albert Einstein, qui est la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Et ce qui a été dit auparavant montre bien que innover, ça suppose d'abord d'accepter de faire différemment, alors que, et en particulier dans nos administrations, on est pris dans des habitudes, dans des process, dans des conditionnements, dans des croyances aussi, qui nous permettent finalement d'être un peu en mode pilote automatique et de sécuriser, de faire fonctionner la machinerie administrative. Donc, innover, c'est d'abord un peu se déconditionner, déconstruire des représentations, des certitudes, mettre en doute, en débat et changer de logiciel de pensée et de fonctionnement. Et je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails dès cette introduction, mais comme beaucoup, j'ai eu une formation assez standard, justement, pour faire en sorte de faire fonctionner dans la continuité la machinerie administrative. Et avant de basculer dans l'innovation, j'ai dû aussi quelque part me déconditionner en me formant, en faisant du coaching, en me formant moi-même au coaching et puis surtout en ayant des expériences de terrain, je pense un peu comme toutes et tous ici pour essayer aussi d'être en capacité un peu d'être en critique et en décentrage par rapport à soi-même. Alors, à Grand Paris Sud-Est Avenir, on a eu un contexte un petit peu particulier. Donc moi, j'y suis depuis 2016, donc ça fait déjà 4 ans. En fait, ça vous parle pas forcément beaucoup. Grand Paris Sud-Est Avenir, c'est une entité constituée sous forme d'établissement public territorial dans le cadre de la réforme du Grand Paris. Donc là, déjà, on est sur une approche bien techno. En fait, c'est une intercommunalité qui a vocation à rationaliser un petit peu le millefeuille administratif dans le Grand Paris, donc qui est situé au sud-est de Paris. Donc pour vous situer, la ville-centre, c'est Créteil. Et on rassemble 16 communes. En 2016, il y a eu une fusion de collectivités préexistantes et d'une commune isolée. Donc on avait un enjeu de fédérer autour d'un nouveau projet politique à faire émerger, à mettre en œuvre par les services et de donner rapidement des gages de plus-value auprès des communes. Et donc, on avait besoin de construire du sens et un nouveau récit, à la fois pour les élus, pour les habitants et pour les agents du territoire. La chance qu'on a eue finalement, c'est que on avait un terreau un petit peu fertile. Donc, outre finalement cette page blanche sur laquelle on partait, c'est qu'on avait une forte appétence d'un certain nombre d'agents pour participer à ce nouveau projet et pour disposer de nouvelles perspectives, même s'il y avait aussi quelques inquiétudes forcément sur les conditions de travail dans le contexte de fusion. Mais comme les organisations préexistantes étaient des organisations qui étaient relativement stables depuis de très nombreuses années, un certain nombre d'agents y ont vu une opportunité aussi de faire autrement et d'avoir pourquoi pas aussi pour eux des perspectives de carrière. Et puis à ça, c'est ajouté bien évidemment l'arrivée d'un nouveau directeur général des services pour incarner cette nouvelle démarche résolument orientée innovation, finalement une éthique de conviction au service de la mobilisation générale et de nouvelles règles du jeu collective pour tous. Alors finalement, dans notre démarche, pour essayer de faire un petit peu bouger les lignes par rapport aux habitudes de chacun et à l'histoire de chacune des collectivités et des agents, on a essayé de travailler sur en gros 6 axes ou 6 grands invariants. Alors là, je post-rationalise un petit peu, on ne s'est pas dit en 2016 on va travailler sur ces 6 axes. C'est qu'au fur et à mesure, on a été amené à travailler sur ces différents axes qui sont, et je les développerai un petit peu plus dans le détail après, la participation des agents, l'agilité organisationnelle, l'innovation managériale, le numérique, la communication et la solidarité entre agents. Alors sur ce premier axe ou ce premier invariant sur la participation des agents, ça a été vraiment la marque de fabrique qu'a voulu imposer le directeur général des services dès 2016 pour pouvoir mobiliser et co-construire ce nouveau projet avec les agents, libérer la parole, libérer les idées, favoriser les prises de conscience.
et aussi alimenter le regard critique en permanence sur notre manière de fonctionner. Donc on a déployé depuis 2016 différentes démarches participatives qui permettent régulièrement aux agents de venir un petit peu questionner la manière dont on fonctionne. Alors pour ça, on a différents outils. Donc les organigrammes participatifs mis en place dès 2016, c'est-à-dire que dès qu'on veut toucher à l'organisation, on le fait en participation avec les agents, en faisant remonter les idées de terrain. Par exemple, en 2016, la démarche avait recueilli, donc on a 1200 agents, on avait recueilli plus de 600 propositions et 38% de ces propositions-là avaient été retenues dans le cadre de la nouvelle organisation. Et dès qu'on touche les organisations, les agents sont impliqués dans le cadre de démarches participatives. On a beaucoup développé aussi la démarche de coaching qui s'appelle l'Appreciative Inquiry, dans les directions pour justement permettre aux agents d'être en posture de proposer des solutions face aux dysfonctionnements ou par rapport à des projets de service ou des projets de politique publique. On a mis en place aussi un conseil prospectif pour permettre, avec des agents et aussi avec des partenaires extérieurs, de réfléchir à l'administration et aux services publics de demain. Là, plus récemment, juste après, au sortir de la crise sanitaire, on a relancé une démarche participative qu'on a appelée Imaginons l'après, avec une plateforme participative, des ateliers dans les services, des boîtes à idées, enfin bon, par différents canaux, pour là aussi permettre de libérer à nouveau un regard plus critique sur la manière dont on a fonctionné jusqu'à présent et ce qu'on pourrait ajuster. Sur le deuxième axe qu'on a essayé de travailler, c'est sur l'agilité de l'organisation pour donner finalement à l'organisation la plasticité nécessaire pour accueillir des changements. Puisqu'on sait que les organisations verticales, hiérarchiques, procédurales, elles sont assez bien adaptées dans un environnement stable et pour répondre à des problèmes circonscrits, mais qu'en environnement complexe, changeant et incertain, il faut disposer d'une organisation un peu plus résiliente et décentralisée et souple. Donc pour ça, on a mobilisé différents outils, que ce soit le télétravail, différents formats de codir pour pouvoir un peu aussi se mettre dans différentes postures en fonction des problématiques à traiter, des ateliers d'intelligence collective, un travail régulier aussi sur les coutures permanentes entre les directions, les DGA pour pouvoir ajuster en permanence l'organisation, une révision régulière de l'organigramme. Donc c'est vrai qu'on est connu pour réviser régulièrement à la fois les coutures et l'organigramme. Et typiquement, moi, auparavant, je pilotais une partie de la DRH, parce qu'on avait scindé la DRH en deux, sur la partie accompagnement au changement, projet, dialogue social, politique RH et coaching. Et on a fusionné cette ancienne direction il y a 2 ans avec la DSI pour pouvoir mieux mettre en synergie notre démarche de transformation managériale et notre démarche de transformation numérique. Donc voilà, on a essayé d'agir par petites touches un petit peu là où ça nous paraissait pertinent au fur et à mesure du temps. Sur le troisième invariant, on a beaucoup mis l'accent sur l'innovation managériale et donc l'accompagnement des managers pour faire évoluer leurs pratiques et améliorer du coup l'autonomie, la prise d'initiative des agents. L'objectif qu'on s'était fixé, c'était de repositionner les managers au bon niveau d'intervention et de développer leur palette de postures et d'outils pour être suffisamment à l'aise et en confiance sur leur rôle et ce qu'on attendait d'eux, et pour pouvoir restituer cette confiance auprès des équipes. Donc pour ça, on a développé voilà, une offre managériale assez étoffée, même peut-être trop, si on devait avoir un regard critique sur ce qu'on a mis en place. Mais là aussi, on a testé. Il y a des choses qui ont bien marché, d'autres choses qui ont un peu moins bien fonctionné. On a des formats aussi qui peuvent être pertinents à un moment, puis plus à un autre moment. Donc voilà, on a mis en place des matinées des managers, beaucoup de coaching individuel, collectif, sous différents formats. Avec des formats, on a essayé de faire des formats les plus courts et les plus pertinents possibles pour que ça s'insère bien dans les agendas des uns et des autres. Une formation de base du codir, de tous les managers, du co-développement, voilà, pour essayer d'avoir une dynamique d'ensemble et qu'on ait tous à peu près les mêmes repères et qu'on puisse faire évoluer concrètement les comportements de chacun. Et les réflexes de chacun. Ensuite, sur la partie numérique, on a essayé de moderniser les méthodes de travail et de favoriser la collaboration, y compris à distance. Tout à l'heure, on parlait des irritants du quotidien et on sait que souvent, voilà, quand on a des outils numériques qui ne sont pas très performants, déjà, ça fait perdre de l'efficacité et ça libère moins de temps d'esprit disponible pour essayer de repenser sa manière de fonctionner. Donc là, on avait beaucoup misé sur l'outil collaboratif Teams qui a connu beaucoup
beaucoup de succès pendant le confinement, des outils de gestion de projet, des outils visuels de type carte mentale, et puis on s'est appuyé sur un réseau interne qui sont nos ambassadeurs du numérique pour essayer de diffuser au plus près les usages numériques. Sur la partie communication, qui est, on peut dire, le cinquième invariant près de notre démarche, ça a été de pouvoir agir en transparence et de partager les informations et donc le sens et le récit de ce qu'on faisait avec tous les agents. Donc là, on a essayé de développer le multicanal, avec bien évidemment l'intranet, un blog du DGS, un chat pour pouvoir échanger directement avec les agents. Le SMS aussi, on utilise beaucoup le SMS pour diffuser de l'information, notamment auprès de nos agents de terrain. Et puis des canaux aussi, notamment sur Teams, pour pouvoir mobiliser notamment la chaîne managériale. Et puis sur le dernier invariant qui est la solidarité entre agents, l'enjeu pour nous, c'était d'offrir un cadre de sécurité à nos agents dans un contexte de changement, en améliorant les protections et les garanties offertes, et du coup un environnement de travail qui puisse être propice à l'exercice de sa liberté. Donc c'était un peu l'équilibre entre liberté et sécurité. Et donc pour ça, on a essayé de développer aussi au fur et à mesure des dispositifs comme des séances d'ostéopathie sur le lieu de travail, des budgets participatifs pour améliorer concrètement les conditions de travail, des communautés de pairs entre agents pour pouvoir s'enrichir, se soutenir, l'association des agents au recrutement de leurs pairs. Ce qu'on a fait aussi pendant le confinement, on a développé un dispositif d'entraide entre agents, mais aussi un dispositif qu'on a appelé Bonjour, comment ça va, qui était un dispositif qui permettait de prendre des nouvelles des agents à distance pour finalement garder le contact avec tous les agents dans cette période. Et on aime à croire, en tout cas, que le travail qu'on avait fait les années précédentes pour essayer d'avoir une organisation un peu plus plastique a permis justement pendant cette période de confinement de s'adapter peut-être un peu plus facilement à ce contexte un peu brutal. Alors peut-être en guise de conclusion sur les principaux enseignements qu'on a pu tirer, je pense, de notre expérience, c'est le besoin d'incarner la démarche, forcément, ce besoin de leadership et d'un portage des GS constant pour que ça imprègne l'ensemble de l'organisation et pour avoir quelqu'un qui soit garant des règles du jeu collectives. Il y a la question évidemment de la gestion des temporalités. Tout à l'heure, il était question justement d'inscrire ce type de démarche dans la durée, mais aussi de pouvoir avoir des petites victoires concrètes pour montrer qu'on peut obtenir rapidement des choses et envoyer un signal, parce que des fois dans la durée, on peut un peu se lasser. Ce qui a été aussi, je pense, une forte volonté de notre part, c'est essayer de diffuser de nouvelles postures et de nouveaux savoir-faire. On parlait des soft skills aussi tout à l'heure. C'était d'apprendre à faire différemment, ça s'improvise pas. On n'est pas innovateur. Je pense que ça s'apprend aussi, de démultiplier les occasions d'apprentissage, et c'est pas forcément que l'outil formation qui est adapté à ça, même si on voit que les formations, elles aussi, elles évoluent dans leur format et dans leur contenu pour prendre en compte ces enjeux-là. Tout à l'heure aussi, il était question, ça m'a fait beaucoup sourire, sur la question des applications numériques, parce qu'on a souvent ça, on est un peu en mode consommateur, on voit un outil numérique, on se dit « Ah, c'est génial, on veut ça ». Et donc, je pense qu'il y a un enjeu, en tout cas un prérequis aussi pour pouvoir innover, c'est d'ouvrir l'espace des possibles, d'aller se nourrir en permanence en dehors de la collectivité, parce que finalement on a tendance à créer à partir de ce qu'on connaît déjà, de ce qu'on a vécu, de notre expérience concrète ou de nos aspirations, et donc c'est intéressant un petit peu aussi d'aller pouvoir ouvrir son champ de vision et de pensée. Bien évidemment, je pense qu'aussi la controverse interne et la critique interne qu'on a alimentée en permanence, ça nous a permis d'ajuster aussi régulièrement, parce qu'on avait tendance à réinstitutionnaliser des dispositifs innovants. Donc du coup, finalement, l'innovation avait une forme d'obsolescence programmée en permanence. Et puis, ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est de travailler du coup sur l'environnement de travail pour créer un écosystème qui puisse être favorable justement à cette innovation, offrir un cadre de sécurité à ceux qui en ont besoin et offrir des espaces de liberté pour ceux qui en avaient besoin aussi.
Et ça, c'est peut-être le principal enjeu qu'on a aujourd'hui et sur lequel on a le plus de difficultés, c'est d'arriver à sanctuariser des espaces et des temps dédiés pour cette prise de recul, pour ce changement de posture, surtout dans le bloc local, puisqu'on est tellement pris par la gestion quotidienne, on a encore, voilà, tellement, même si on simplifie les process, on a encore des lourdeurs administratives dont certaines on peut difficilement s'exonérer. On a aussi des enjeux budgétaires ou de sécurisation aussi juridique de nos organisations qui font que c'est aussi toute la complexité dans nos organisations publiques d'arriver à avoir ces espaces-temps pour pouvoir innover et se remettre en question.